Maintenant, Julie. Bonjour à tous et à tous. Ce soir, c'est une émission spéciale sur les adolescents et l'écologie. Nous avons avec nous Mélissande, responsable de la cellule adolescent. Bonsoir. Et Valérie, responsable référente région 5, cellule écologie. Effectivement, Isabelle, pardon. Et effectivement, suite aux nombreuses réactions des internautes lors de la première émission, nous avons souhaité répondre aux nombreuses demandes et interrogations sur les sujets de la jeunesse et de l'écologie. L'émission se déroulera sous forme de questions-réponses et nous aurons avec nous deux jeunes intervenants, Rosalie et Léo. Cette émission est diffusée sur Facebook, Twitter, YouTube. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux et la diffuser un maximum pour que l'on ait un maximum de visibilité. Voilà, je laisse la place à Mélissande, accompagnée d'Isabelle, et je vous retrouve à la fin de l'émission. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, on va commencer par des questions que Isabelle va me poser au sujet donc de la cellule en elle-même. Je t'écoute, Isabelle. Alors oui, il y a eu quelques questions concernant la cellule ado. Alors la première, en quoi consiste le travail d'un membre de la cellule ado du RDH et faut-il avoir des qualités spécifiques? Alors, il y a plusieurs tâches, entre guillemets, à faire quand on est dans la cellule ado. Je précise que c'est bien la cellule ado, parce que c'est différent chez les adultes. La première, celle qui est la plus évidente, c'est faire remonter des idées par rapport à des actions, des projets ou même des combats contre lesquels ou pour lesquels on veut lutter. On me les fait remonter à moi, la responsable de la cellule, et après on en discute avec toute la communication et Philippe Argillier afin de participer, parce que donc c'est participatif, tout le monde participe quand on a un projet et tout le monde propose des choses. Lorsque le projet est validé, ça veut dire qu'il est aussi soutenu par les banques de données. Et voilà. Donc ça, c'est le premier truc à faire quand on est dans la cellule ado, c'est partager et faire remonter des idées. Je précise, pendant que j'y suis, qu'il n'y a pas de chef, c'est pas une hiérarchie. On m'a beaucoup demandé si la cellule ado, dans la cellule ado, j'étais la chef et si les membres étaient du coup en dessous de moi. Ce n'est pas le cas. Je sers d'intermédiaire entre les adolescents et Philippe et entre Philippe et les adolescents. Par conséquent, j'ai juste pas le même rôle que les autres membres. C'est tout. Le RDH aussi, est un système horizontal. C'est ça. Il n'y a pas de hiérarchie dans le RDH. Aussi, donc même si les adultes proposent des choses, c'est vraiment les adolescents qui décident de ce qu'ils veulent mettre ou non dans leur cellule. Voilà, je tiens à le préciser aussi. Ensuite, une autre des activités que l'on fait dans la cellule ado, c'est des appels à témoins. On contacte les gens pour que ce soit des témoignages, pour que ce soit des participations à des activités comme des clean walkers, par exemple, ou encore à justement venir regarder les émissions. Ensuite, ça c'est très récent, on l'a mis en place seulement il y a quelques temps et donc c'est pas encore tout à fait au point, je tiens à le dire. On va mettre de plus en plus en place des réunions mensuelles. Donc tous les mois, il y aura une réunion sur laquelle on va donc échanger pour les prochains projets, les prochaines actions, etc. Et donc du coup, il faut être présent. Et on va aussi créer des groupes de discussion pour échanger entre chaque réunion. Voilà, et il faut participer aussi. En ce qui concerne les qualités à avoir, j'en vois deux. Il faut se sentir un minimum concerné. Ça peut paraître bête, mais c'est logique. Il faut vouloir s'investir dans les projets et pas être là parce qu'on a envie d'être là, mais être là pour, en gros, pour nous. Et être aussi un minimum actif. Je comprends qu'il y en a qui n'ont pas forcément, qu'il y en a qui n'ont pas forcément le temps d'être tout le temps là pour le RDH. Et moi-même, l'an prochain, ça va être un peu compliqué au début puisque je n'aurai pas les mêmes horaires. Mais je pense qu'une participation 1 à 2 fois par semaine, peut-être une plus, c'est déjà le minimum. Et pour les réunions, du coup, 1 fois tous les 2 mois, si c'est pas plus, c'est déjà très bien. Il faut me demander un compte rendu à ce moment-là que je donnerai, mais je
pense qu'il faut être actif et se sentir concerné. Voilà. Très bien. La deuxième question, pourquoi le système ne prend pas en considération la voix des ados et comment l'améliorer? Alors, je l'ai souvent dit, mais nous n'avons pas de pouvoir décisionnaire, nous qui sommes enfants. On n'a pas le droit de vote déjà, donc ça change les choses auprès des adultes et du gouvernement, des gouvernements même en règle générale. Déjà qu'on a du mal, les adultes peinent à se faire entendre, alors les adolescents, n'en parlons pas. On est considérés comme des flemmards qui ne voulons pas nous faire, qui ne voulons pas nous investir déjà. Donc forcément, cette idée reçue fait que les gouvernements et j'en passe nous prennent pour des flemmards et ne nous mettent pas au centre des actions et au centre des réflexions. On s'en fiche de nous alors que pourtant on a des avis sur certaines questions qui, bah, justement, sont intéressants. Notamment, par exemple, l'éducation. Je pense que la majorité des gens qui vont à l'école sont des adolescents et des enfants. Et donc, qui de mieux que les adolescents pour décider pour l'école? Voilà, par exemple. Et là, en l'occurrence, pour l'améliorer, je pense qu'il faudrait faire comme le RDH le fait, écouter les adolescents, prendre leur opinion et surtout les laisser décider pour eux ce qui est bon pour eux. Nous mettre au centre des sujets, des actions qui nous concernent. Voilà. Il faut savoir aussi que certains adolescents se bougent tellement qu'ils ont même des idées peut-être même meilleures que celles des adultes. Et ça, c'est des trucs qu'il faudrait écouter. Donc voilà, il faut tout simplement écouter les adolescents, leur laisser la parole pour certains sujets qui les concernent ou qui vont les concerner plus tard. Je pense au travail, au monde du travail ou même à la retraite. Ça peut paraître très loin pour certains, mais un jour ou l'autre, ça va nous concerner et je pense qu'on a notre mot à dire tôt ou tard. Ça, c'est évident. Alors, la question suivante. Comptez-vous travailler sur pardon, excusez-moi. Comptez-vous travailler sur les égalités de genre et de couleur et comment? Alors, il y a aussi les LGBTQIA+, donc je vais Alors, je définir comptais le t'en parler terme. après pour pas tout mélanger pour que. D'accord, ok. Est-ce que tu veux qu'on Alors, en parle maintenant? non, mais je veux déjà définir le terme peut-être. D'accord. Alors, LGBTQIA+, ça c'est allongé, je suis d'accord. C'est la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, donc toutes les personnes qui ne se définissent ni comme hétérosexuelles et cisgenres. Être cisgenre, c'est se sentir à l'aise avec le genre qu'on nous a donné à la naissance. Intersexe, donc les personnes qui ne naissent pas avec un sexe défini à la naissance. Et agenre, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le spectre de genre, comme binaire. Et plus pour toutes les autres sous-communautés. Alors, on était en cours de travail sur les égalités de genre en début d'année, parce que dans l'adolescence, il y a beaucoup d'inégalités, notamment, encore une fois, dans le milieu scolaire et le sport. Je ne vais pas m'étaler trop parce qu'on veut quand même garder un minimum de surprise pour quand le projet va sortir, mais on comptait faire une sorte de court-métrage ou plutôt de documentaire, si je puis dire, pour montrer les inégalités, que ce soit au niveau du des tenues vestimentaires dans les collèges et les lycées, que ce soit au niveau du sport, dans la rue également, enfin voilà. En ce qui concerne les couleurs, alors du coup, on comptait faire quelque chose au moment où il y a eu les Black Lives Matter. Désolée pour l'accent anglais. Puisque ça, on s'est dit que ça allait pouvoir coïncider et vu qu'on était en train de travailler sur les genres, ça passera juste après. Et enfin, pour la communauté LGBTQIA+, on a prévu certaines choses qu'on mettra en place après donc les couleurs, forcément. C'est un peu arrangeant parce que donc la Pride a été annulée, on voulait faire quelque chose en même temps que la Pride et vu que ça est repoussé, ben le projet est repoussé aussi. Voilà. Oui, je pense que tous les projets vont être repoussés De toute façon, aux oui. mesures sanitaires actuelles. Exactement. Mais donc là, par exemple, pour les égalités de genre, on va beaucoup travailler avec les collèges et les lycées, donc ça va déjà être plus simple puisqu'on va reprendre les cours. Avec le confinement, du coup, on n'a pas pu trop mettre à jour ce projet. Et puis voilà, donc on va remettre tout ça au goût du jour, mais il va falloir qu'on en reparle dans les réunions justement qu'on a prévu de faire. Voilà. Très bien. Alors, une dernière question. Savez-vous déjà comment et quand se passera la Clean Walker et y aura-t-il un seul ou plusieurs lieux? Alors, en raison des conditions sanitaires actuelles, c'est très compliqué de faire une clean walker.
Donc, je reprécise le terme clean walker, c'est une marche pendant laquelle on va nettoyer les rues, les forêts, les villes, bref, où on nettoie des déchets. Vous vous doutez bien, donc avec le port du masque, etc., c'est compliqué de pouvoir bouger dans les villes. Donc, dans l'immédiat, on préfère repousser le projet. De toute façon, prévoir une clean walker pour septembre, là, vu qu'on s'approche très vite de septembre, c'est trop compliqué. On verra pour l'été prochain, printemps, fin printemps, début été prochain, pour prévoir quelque chose de ce genre-là. Après, dans l'immédiat, moi je pensais à faire plusieurs lieux sur une seule date. Après, peut-être qu'on fera sur plusieurs dates et plusieurs lieux, un jour, un lieu, et voilà, on verra bien. Mais On peut échelonner sur 2 ou 3 dates dans l'année, par exemple. c'est ça. Et donc faire, par exemple, le 12 Nantes, le 13 je ne sais trop où. Enfin voilà, ça permettrait de mobiliser plus de gens parce qu'on pourrait faire en sorte que beaucoup du RDH se mobilise sur un lieu en particulier. Après, à voir. Voilà. Très bien. Nous allons passer à la présence de Rosalie qui va arriver sur le live. Nous l'attendons. Bonjour. Bonsoir Rosalie, La voilà. Bonsoir Rosalie. comment vas-tu? Très bien, très très bien, et vous? Très bien, Ça va. merci. Peux-tu te présenter et nous dire pourquoi tu t'engages dans l'écologie au sein du RDH? Alors, je m'appelle Rosalie, j'ai 16 ans et je suis très très intéressée par l'écologie, tout simplement parce que c'est notre avenir. On va vivre dans ce monde. Bientôt, ce seront nous, les personnes actives. Alors, autant vivre dans un monde qui nous ressemble, disons-le. Oui, C'est pas là, enfin bref, on vive quoi. bah, disons qu'actuellement, ça ne nous ressemble pas du tout, hein. Voilà, Non, c'est c'est ça. sûr. C'est pour ça qu'on- Alors, je crois que tu avais des questions à nous apporter. Du coup, j'ai deux Savoir. questions. La D'accord. première, comment réduire la population liée aux usines et au transport? La pollution? Pollution, oui. Ouais. La pollution. Alors, réduire la pollution liée aux usines et au transport. Alors, concernant les usines, évidemment, je pense que la matière première utilisée doit être déjà à la base moins polluante. On est bien d'accord. Je pense qu'il y a aussi des moyens d'utiliser des matières premières beaucoup moins polluantes. Évidemment, ça rapporterait un petit peu moins au gros lobby, mais en même temps, ça ferait du bien à la planète. Il y a des matières qui sont utilisées actuellement concernant tout ce qui est emballage, matériel d'usage unique. Il y a certaines usines en France qui commencent à développer l'idée d'utiliser justement le végétal concernant l'usage unique et l'emballage. Et cette fabrication-là n'amène pas une grosse pollution et fait du bien effectivement à la planète. Après, au niveau des transports, évidemment, je pense qu'il faut déjà favoriser le ferroviaire plutôt que le routier. Et ensuite, concernant tout ce qui est maritime, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est exponentiel parce que l'import-export est partout dans le monde. Mais je pense qu'en réduisant déjà l'import-export, on permettrait déjà de réduire aussi au niveau du transport, au niveau de l'étranger et dans le monde entier. Voilà. Parfait. Et deuxième question, que pensez-vous de la voiture électrique et sinon, quelle autre solution proposer? Alors, la voiture électrique, déjà à la base, elle n'a pas encore roulé, qu'elle pollue beaucoup plus qu'une voiture qui a déjà roulé et qui roule à l'essence. Ouais. La batterie qui est au lithium, le lithium est retiré principalement sur les terres chinoises et Amérique latine. C'est retiré dans des conditions complètement abominables par des enfants qui n'ont aucune protection. Il faut savoir que pour retirer le lithium dans le minerai, on utilise des produits chimiques, notamment du chlore. Et ces enfants travaillent complètement à l'air libre, sans protection aucune.
Et ensuite, le lithium, quand il est retiré, il est traité dans les usines qui ont été construites juste à côté et qui polluent énormément. Et ensuite, ce lithium, une fois qu'il est transformé, est rapatrié en Chine pour fabriquer les belles petites batteries qu'on a aussi dans nos portables, voilà. Et ensuite redistribué sur les voitures électriques notamment. Et il faut savoir qu'une voiture électrique, il lui faut une énergie constante et pour avoir de l'énergie, il lui faut du nucléaire aujourd'hui. Et en France, s'il y avait un Français sur deux qui utilisait une voiture électrique, il faudrait aujourd'hui 13 centrales nucléaires en France, ce qu'on est loin d'avoir aujourd'hui, surtout que visiblement, d'année en année, ils nous les ferment. Donc déjà, ce n'est pas du tout cohérent. Et ensuite, il y a aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on fait d'une batterie quand elle est usée. Et visiblement, on n'a pas la solution. On ne nous a pas expliqué ce qu'on faisait des batteries. Par contre, on nous vend une voiture électrique super performante et qui, soi-disant, pollue moins, mais en fait, qui pollue beaucoup plus qu'une voiture à essence. Donc, effectivement, ça, c'est juste du flan. C'est juste pour faire acheter les gens, pour faire marcher une certaine économie et certains lobbies. Mais en dehors de ça, la voiture électrique n'est absolument pas écolo. Après, sinon, il y a d'autres solutions. Il y a des inventeurs et des scientifiques qui travaillent depuis des années sur le sujet au niveau des moteurs. Et il y a des moteurs en essai, des moteurs à eau, des moteurs à aimant, par exemple, qui n'ont aucune émission polluante. Seulement, ces inventions ont du mal à être comment dire, commercialisées, parce qu'évidemment, ça ne remplirait pas les caisses des gros lobbies actuels qui s'en mettent plein la panse avec toutes les voitures qui vendent actuellement, qui ne sont certainement pas écolos. Par contre, oui, il y a des inventions à côté qui pourraient être valables et qui feraient du bien aussi à la planète. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Eh ben, écoute, Rosalie, je te remercie d'être passée sur le live. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. Merci beaucoup pour les réponses. Bon, ben, je te remercie d'être passée nous voir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bien. Maintenant, nous sommes que toutes les deux. Voilà. Et je vais maintenant donc poser des questions à Isabelle par rapport à l'écologie et je compléterai de mon point de vue si besoin. Alors, première question. Les produits alimentaires français sont-ils meilleurs pour l'environnement que les produits étrangers? Alors, bien évidemment qu'un produit français est meilleur dans le sens où déjà, il n'est pas transporté. Et évidemment, s'il n'est pas transporté, il produit moins de pollution. Après, effectivement, on peut pas éliminer l'import-export totalement dans le monde, mais on peut énormément le réduire. Ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise beaucoup l'import-export parce que malgré tout ce qu'on achète, c'est la course au moins cher et forcément, c'est fabriqué à l'étranger dans des conditions évidemment qu'on connaît plus ou moins tous et forcément, c'est vendu beaucoup moins cher dans nos magasins, mais n'empêche que si on achetait beaucoup plus français, on polluerait aussi moins la planète. Deuxième question, l'import-export est-il bon pour notre environnement? Justement, on en parlait. On en parlait, eh bien l'export-export, non, forcément, qui n'est pas bon pour l'environnement, puisque tout ce qui est import-export, c'est du transport soit aérien, soit maritime, principalement. Et c'est les deux transports qui, quand même, polluent le plus sur la planète. Donc, forcément que non, ce n'est pas bon du tout, hein. Les paquebots, c'est ce qui pollue le plus au jour d'aujourd'hui. Alors, ça pollue l'air, ça pollue l'eau. Ça ne permet pas non plus, comment dire, l'océan est rempli de poissons et tout ce qui s'en va dans l'océan
c'est nos poissons qui en pâtissent. Et puis derrière, il y a la pêche. Et quand on pêche du poisson dans une eau complètement polluée, on ne mange pas sain non plus derrière. Donc, Sûr. ça permettrait aussi, si on réduisait cet import-export, de faire du bien à notre planète, mais de se faire du bien aussi à soi-même Tout par à fait. rapport à tout ce qu'on mange déjà, pour commencer. Oui. C'est bon? C'est bon. Alors, troisième question. Comment favoriser et mettre en avant la production locale? Alors, comment favoriser la production locale? Alors, il y a déjà depuis à peu près 1 an et demi, c'était en Bretagne, je crois, un maire en Bretagne a commencé à interdire les pesticides au sein de sa commune, ce qui lui a valu de passer au tribunal quand même, c'est ça qui est Oui. impressionnant. Super. Par contre, en sortant du tribunal, il a fait appel à tous les maires des communes de France à limiter, et ça commence à suivre, et ça commence à prendre de l'ampleur. Et il y a énormément de communes au jour d'aujourd'hui en France qui pratiquent cette interdiction de pesticides. Et dans les communes, les gens s'associent pour faire de la permaculture. La permaculture, c'est de la culture bio principalement. Et donc, c'est au sein de la commune. Ça se fait par les habitants, alors soit individuellement dans les jardins, soit en communauté sur un champ en commun. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, les fruits et légumes qui sont récoltés, par exemple, sont vendus directement aux cantines scolaires de la commune. Ce qui est très, très intéressant parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de transport et les enfants mangent du bio, du vrai bio. C'est une Voilà, très bonne donc ça, c'est chose. très intéressant. Et au niveau du prix, le prix est intéressant aussi puisque les parents s'y retrouvent au niveau de la cantine scolaire ils finissent par payer moins cher, étant donné que comme c'est en vente directe, il n'y a pas de taxe supplémentaire. Et ça, c'est super intéressant. Et Bien donc, je sûr, pense aussi, comment? c'est fantastique, tout simplement. Ouais. Et et ben là, on est parti dans une bonne lancée où ça prend de l'ampleur en France. Et je souhaite que de plus en plus de maires de communes suivent cet exemple et que Mm. les habitants de la commune suivent l'exemple aussi. Mm. Voilà. Pour ma part, donc, du coup, j'allais dire que pour favoriser la production locale à notre âge, ben, il faudrait qu'on puisse manger en favorisant la localité. Je ne sais pas trop comment C'est ça. l'exprimer. Dans les cantines, du coup, ça a été précisé. Donc voilà. Voilà. Alors, quatrième question, comment augmenter les mesures écologiques et réduire le gaspillage à notre âge? Alors, à notre âge, nous les adolescents, j'entends, hein. Du coup, pour Oui. que ce soit clair pour les spectateurs. Alors, du coup, Alors, comment faire? comment faire? Eh bien, déjà, commencer par acheter beaucoup moins d'emballage plastique, enfin tout ce qui est alimentaire d'emballage plastique. Se procurer des boîtes et des bouteilles pour pouvoir aller chercher ses aliments et remplir ses boîtes soi-même, par exemple. C'est une solution. Il y a de plus en plus d'endroits maintenant où on peut trouver de l'alimentation au détail, où on peut remplir ses boîtes ou ses bouteilles. Ensuite, ça fait partie de l'éducation, hein, le gaspillage. C'est aux parents aussi de donner l'exemple à leurs enfants. Euh, et aussi à l'éducation nationale au niveau des écoles, d'apprendre aux enfants comment ne pas gaspiller. Mm, Euh, Moi, je pense que déjà, au niveau alimentaire, pour ne pas gaspiller, il ne faut pas acheter en grosse quantité. bien sûr. Il y a plein de gens actuellement, enfin, ça fait des années que les gens remplissent des caddies complets, ils font les courses du mois ou sur la quinzaine, et je pense qu'il y a une bonne partie de leur frigo qui part à la poubelle. Je pense que la bonne méthode, évidemment, il faut se déplacer plusieurs fois, mais d'acheter moins pour être sûr de tout consommer et d'éviter de jeter. Mm. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Alors, toi, à ton... un truc très simple, mais que encore aujourd'hui, certains ados ne respectent pas, faire attention à où on dépose nos déchets. Faire attention à les mettre dans les poubelles, éventuellement les trier quand on le peut, mais vraiment faire attention à pas jeter nos papiers par terre parce que je vois beaucoup de gens qui le font.
Ou alors jeter les chewing-gums par terre aussi. Il y a beaucoup de gens qui le font et qui n'y prêtent pas attention, mais un chewing-gum, ça se dégrade pas aussi facilement qu'on le pense. Et c'est un gros fléau, ça, du coup. Après, pour augmenter les mesures écologiques, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on achète en termes de matériel scolaire, parce que forcément, qui dit plastique dit pollution. Mais on reviendra dessus tout à l'heure, vous verrez. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à où on jette nos déchets et également à ce qu'on mange, parce que les fast-foods, par exemple, d'un point de vue écologique, c'est pas très bon non plus. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à où on jette nos déchets et ce qu'on mange. Très bien. Alors, dernière question sur l'écologie. Comment développer l'écologie au sein des établissements scolaires? Alors, je pense que c'est un peu plus ton domaine, mais je vais quand même répondre un petit peu à la question. Je pense Bien que sûr. déjà, je pense qu'il devrait y avoir au moins une fois dans la semaine, à peu près 1 heure ou 2 d'enseignement pour les élèves pour l'écologie. Simplement les initier à ce qu'est l'écologie. Alors, c'est pas rester non plus assis dans une classe, ça peut très bien être sortir de l'école, aller sur l'extérieur, aller dans la nature pour observer la nature, pour mieux la comprendre et mieux la respecter aussi. Et ça, je pense que c'est faisable au sein des écoles. Bien sûr. Avec un peu d'organisation, c'est faisable. Voilà. Après aussi, il y a éventuellement faire attention aux aliments qu'on achète en cantine. On pourrait, encore une fois, privilégier la production locale. Et puis, encore une fois, on y reviendra juste après, mais je pense qu'il faut aussi faire attention au matériel scolaire, aux fournitures scolaires qu'on demande aux élèves. Il y a trop de plastique. C'est un truc de dingue. Je ne veux pas m'étaler trop, mais j'ai fait mes achats de fournitures scolaires, il n'y a que des choses en plastique dans les rayons. C'est une catastrophe. Et les gens n'achètent que ça parce que le carton s'abîme trop vite. Donc forcément, faut faire attention, il faut trouver une alternative. Donc on vous parlera juste après. Mais donc voilà. C'est sûr qu'il y a trop de plastique, effectivement. C'est sûr. Mais même au niveau des cantines, etc., il y a trop. Moi, je vois, il y a des verres en plastique, etc. Il faut faire attention. Dans les classes aussi, au niveau du matériel. Enfin, il y a trop de plastique mis en jeu à l'école. C'est pas du tout. C'est pas bon. Voilà, tout simplement. Ouais. Disons que si les enfants et les ados sont entourés de plastique, ils auront du mal à comprendre que le plastique est néfaste. C'est sûr. Donc voilà. Alors là, nous allons accueillir Léo. Donc Léo. Est-ce que tu es là? Ah, voilà. Bonsoir Léo. Bonsoir Léo. Ah. Oui. On a un petit problème de connexion. Ouais, il y a un petit Il faut bug. couper le son de quelqu'un est en train de regarder l'émission en même temps. Il faudrait couper le son de la personne qui regarde l'émission en même temps. Ah. Petit problème technique. Ça va mieux. Léo, tu nous entends? Oui. Je l'entends moi, mais très faiblement. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui, c'est mieux là. Ouais, c'est mieux. Et là, comme ça. Ça va comme ça, là? Allô? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Alors, je tiens juste à faire une sorte d'avertissement. Léo est là pour parler de harcèlement. Le harcèlement qu'il a vécu, il va témoigner. Et donc, il est très stressé, si je puis dire. Et je pense que le mieux à faire, c'est de l'encourager parce que ce qu'il fait, c'est pas facile. Et c'est très courageux de sa part. Donc voilà, il échangera surtout avec moi lors de son témoignage. Et donc voilà. Alors, Léo, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ton harcèlement. Dis-nous donc. Alors, je sais qu'en cinquième, ça avait déjà un peu commencé, mais je ne saurais pas vous dire comment. D'accord.
Donc, suite à ça, j'ai dû louper, entre guillemets, l'école une semaine, donc pour rattraper mes devoirs. Je me suis créé un compte Snapchat, donc qui est un réseau social. Et donc, j'ai dû être en contact avec mes camarades une semaine à distance. Donc, après ça, tout s'est bien passé. Mais à la rentrée suivante, certaines personnes s'étaient amusées à donner mon Snap à d'autres qui se sont amusés à m'envoyer des messages pas très sympathiques, mais assez récurrents. Je passais mes journées à en lire. Et donc voilà, donc j'étais pas bien. Ça se passait aussi au collège. On a continué pas forcément à m'insulter au collège parce que je passais beaucoup de temps avec les adultes, mais c'était plus des regards, je sais pas comment dire. Je saurais pas vous expliquer. Insistant, Ouais, c'est ça. on te regardait en permanence et pas forcément très sympathiquement. C'est ça. Et ça arrivait très souvent qu'on me fasse des croche-pieds dans le couloir ou qu'on me bouscule dans la cour de récré. Donc suite à cela, j'en ai parlé à certaines personnes qui m'ont donc conseillé de me créer un compte Instagram que je mettrai en privé. Et donc je vois les personnes qui s'abonnent et avec qui je peux discuter. Et donc je n'ai ajouté personne du collège et je m'amusais à mettre mes dessins ou des photos de moi. Suite à cela, il y a encore des personnes qui ont réussi à trouver mon Instagram. Donc je continuais à me faire insulter, etc. Mais j'essayais de relativiser entre guillemets en me disant que ça passera, que c'est rien. En parallèle de cela, j'ai fait la rencontre d'une personne dont je ne nommerai pas le nom, qui comment dire, qui m'a beaucoup blessée, sans le vouloir sans doute, mais qui m'a fait énormément de mal, qui m'a gâché plusieurs mois de ma vie et un moment que j'attendais avec impatience, qui était mon voyage en Allemagne. Cette personne était dans le mal aussi, ce que je comprends tout à fait, mais comment dire, Ça a empiété en fait, sur toi, ton moral. voilà, c'est ça. Cette personne s'est approprié entre guillemets ma vie en me disant ce que je voulais faire ce que je devais faire à certains moments, en lui envoyant des photos de ce que je faisais, donc c'est-à-dire aller parler à des gens pour leur dire d'arrêter alors que je n'avais pas vraiment envie de le faire. Ça s'est passé plusieurs fois. Ensuite, donc j'ai arrêté de lui parler, j'ai coupé les ponts. Sur Instagram, ça continuait, sur Snapchat, plus vraiment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc ça allait encore. Il y a eu les grandes vacances entre-temps. Et donc j'ai réussi un peu à oublier cela pendant quelques mois. À la rentrée, ça a repris. On a recommencé à m'insulter, à me faire des réflexions qui n'avaient pas lieu d'être. Il y a certaines insultes qui étaient assez drôles. Un sixième a une fois traité d'escargot. Je ne sais toujours pas pourquoi. Donc ça a continué. Et au mois d'octobre, le 10 octobre 2019 exactement, j'ai rencontré une personne qui m'a fait énormément de bien. Qui m'a... Je sais pas comment l'expliquer. En fait, grâce à cette personne, disons que ça s'arrangeait, entre guillemets. Enfin, je pensais plus vraiment à tout ce qui se passait, même si ça continuait. Pendant un long moment, j'ai eu peur parce que quand je me baladais dans la rue, certaines personnes m'insultaient. Et donc, je ne sortais plus de la maison en dehors du collège et de mes obligations. Ensuite, là, maintenant, c'est les vacances. Tout s'est arrêté. Et donc, là, je rentre au lycée. Un autre lycée que les gens du collège. Et
Donc normalement, tout devrait s'arrêter. Je l'espère en tout cas. Voilà, je sais pas si c'était très, Si, très bien c'était clair. C'était très clair. Ça devait être dur. En tout cas, moi, je suis de tout cœur avec toi parce que le harcèlement, c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent et que beaucoup de gens se rendent compte d'avoir vécu très tard après. Et je te félicite d'avoir réussi à passer à autre chose. Alors, par contre, donc j'ai quelques questions. Est-ce que tu en as parlé à un adulte? Est-ce que tu te sentais en confiance pour en parler à un adulte ou est-ce que tu trouvais que les adultes étaient pas forcément présents en fait? Les adultes, est-ce que tu as trouvé ils se bougeaient pas forcément? Eh bien, j'en ai parlé à plusieurs adultes, plusieurs professeurs, ma CPE. À vrai dire, ils n'ont pas fait grand-chose parce que c'était surtout sur Internet et on n'arrivait pas à trouver qui. Oui. C'était des anonymes. Il n'y a qu'une seule personne qu'un seul adulte qui a fait quoi que ce soit et c'était un surveillant. Et franchement, je le remercie parce que sans lui, bon, je sais pas trop ce qui se serait passé. J'en suis venue à me faire du mal à cause de tout ça. Pas que ça, mais en grande partie. Et sans lui et la personne que j'ai rencontrée au mois d'octobre, ça se serait jamais. Je sais pas comment ça se serait fini. D'accord. Du coup, donc on voit bien que les adultes, que ce soit des professeurs ou même des adultes extérieurs, n'ont pas forcément été présents, sauf quelques-uns bien sûr. Est-ce que tu es suivi? Est-ce que tu as un suivi psychologique du coup, ou est-ce que tu te débrouilles tout seul parce que ça reste quand même un peu traumatisant? J'en ai eu un, il vient tout juste de s'arrêter parce que je ne peux plus aller la voir à cause de la distance entre mon établissement scolaire et cette personne. De mars 2019, si je me souviens bien, jusqu'à là, il y a une semaine. D'accord. Et ça t'a aidé ça? Ou est-ce que au contraire, ça t'a plutôt, tu te sentais pas assez libérée en fait? Ça m'a un peu libérée et en même temps pas trop parce que cette personne, c'était une psychologue que je n'aimais pas forcément et à qui je ne parlais pas forcément de tout ça parce que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, en qui je n'avais pas confiance. Donc, je ne sentais pas forcément de aussi, est-ce que tu as été isolée, toi? Est-ce que ton harcèlement, les harceleurs les personnes qui te font du mal ou ont tenté de t'en faire, est-ce qu'elles ont tenté de t'isoler? Est-ce que tu étais toujours seule ou est-ce que tu as réussi quand même à trouver des amis? Amis, on ne peut pas vraiment dire ça, sachant que la seule personne avec qui je traînais à cette époque-là avait le double de mon âge. Oui. Mais je parlais quand même avec quelques personnes de mon établissement scolaire. Et elles n'ont rien fait pour toi? Elles t'ont regardé te faire harceler sans rien dire? Ouais, un peu. C'est pas normal, ça. C'est assez compliqué parce que je parlais avec ces personnes-là quand j'arrivais au collège. Je leur disais bonjour. Des fois, on était à côté en cours, il n'y avait pas de problème. Mais on n'était pas forcément amis, entre guillemets, au point de qu'elles s'interposent, entre guillemets, entre ces personnes-là et moi. Alors, je me permets de t'interrompre. Je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que du moment où une personne voit du harcèlement, qu'elle soit ton amie ou non, elle se doit de t'aider. Oui. Une personne qui voit du harcèlement et qui ne fait rien, elle est tout aussi coupable qu'un harceleur. Et ce n'est pas normal. Même si c'est du harcèlement sur Internet, alors j'en profite pour le dire, il va y avoir donc des choses de mise en place pour le harcèlement sur Internet. Il y en a déjà, j'en reparlerai après. Mais donc déjà, les personnes qui se permettent de dire que puisque ça se passe sur Internet, on ne peut pas aider, je les trouve pas forcément très aide aux besoins, si je puis dire, parce que là, tu avais besoin d'aide, tu souffrais, que ce soit au collège ou chez toi, parce que du coup, ça atteignait ta vie privée. Et je pense que même si c'est sur Internet, on doit venir en aide à des personnes qui se font harceler. Et surtout, d'autant plus si c'est des personnes qui se font harceler par des personnes du collège. Oui, bien sûr, mais je sais pas en fait comment l'expliquer, mais d'après ce que j'ai compris, entre guillemets, Ouais. ces personnes-là ne se sentaient pas dans l'obligation de. Je sais pas comment l'expliquer. Et enfin, je pense que ce sera ma dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te reconnais comme une victime de harcèlement ou est-ce que tu as mis du temps à te reconnaître comme victime de harcèlement? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à guérir, entre guillemets, de ce trauma? Parce que ça reste un traumatisme.
j'ai mis longtemps à me reconnaître comme victime de harcèlement parce que c'était pas forcément toujours les mêmes personnes. Donc pour moi, ça l'était pas, c'était juste deux, trois imbéciles ou voire même plus qui, voilà. Mais c'est vrai que après ce que plusieurs personnes m'ont dit, oui, en effet, j'en ai été victime. Et j'avoue, guérir de ce traumatisme, entre guillemets, ça peut être compliqué. Mais après tout, faut pardonner dans la vie. Voilà. Oui, enfin bon. Bon, eh bien, je n'ai plus de questions à te poser. C'est à toi maintenant de m'en poser, a priori. Donc, je t'écoute. Voilà. Penses-tu que le harcèlement est devenu banalisé et comment le RDH compte supprimer ce fléau? Alors, oui, comme on a pu le remarquer avec toi, le harcèlement est devenu banalisé aussi bien par les professeurs, les adultes même, en règle générale, que par les harcelés et les enfants en règle générale. Les adultes ne font rien parce que pour eux, c'est juste quelques moqueries. Et les enfants ne se reconnaissent plus comme victimes parce que pour les enfants, pour les adolescents, ce ne sont que des insultes qui vont passer ou alors, c'est quelques idiots, comme tu le disais. Alors que non, c'est du harcèlement. C'est devenu trop banalisé. Et c'est ça qui est dingue, c'est parce qu'on en parle de plus en plus. Donc, on devrait de plus en plus se reconnaître comme harcelé. Et voilà. Donc, pour moi, oui, c'est banalisé. Après, alors, en effet, le RDH compte supprimer ce fléau d'une manière que je trouve, je ne vais faire de la propagande dans une certaine manière, que je trouve excellente. Donc, je vais vous en parler. Alors, on va bientôt, le RDH compte mettre en place une cellule harcèlement adolescent. Il y aura donc un numéro vert disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, ça va se passer comme ça. L'enfant appelle et l'enfant harcelé, bien sûr, appelle et donne son nom, son prénom et son établissement, ainsi qu'il explique un petit peu ce qu'il vit. Deuxièmement, le numéro vert fait un rapport au ministère de l'Éducation. Et le ministère de l'Éducation nationale donc, doit faire un rapport, doit le transmettre au directeur de l'établissement dans lequel est l'enfant harcelé. Très rapidement, en des délais très courts, le directeur doit réceptionner les élèves en question et doit donc discuter. Et après, suite à ça, dans des délais très courts encore une fois, le directeur doit faire un rapport en expliquant la prise en charge et les sanctions mises en place au ministère de l'Éducation. Donc, ce sera encore une fois, comme je le précise, dans des délais très courts parce que ce sera pour éviter de faire souffrir encore plus le harcelé. Voilà. Ce sera c'est déjà, il me semble, dans le cahier des charges du RDH. Et je tiens à parler en le nom de Philippe Argillier. Pour Philippe, le harcèlement, c'est une priorité absolue. Il voit ça comme soigner quelqu'un. Pour lui, c'est très grave le harcèlement et vraiment, il insiste sur le fait que ce sera des délais très courts. Ce seront des délais très courts pour justement guérir l'enfant du mal qu'il vit. Voilà. Très bien, ça a l'air d'être une bonne idée. Je pense que ça va bien marcher en effet. Et deuxième question, quelles améliorations comptez-vous apporter aux établissements scolaires en termes de matériel, programme, transport, etc. Alors, je vais commencer par parler du matériel, du coup. J'ai pas mal de choses à dire et je vais expliquer pas mal de choses. Alors, aujourd'hui, le matériel scolaire, il coûte cher, donc il n'est pas économique. Il n'est pas écologique parce que, comme je disais tout à l'heure, la plupart du temps, c'est du plastique et le plastique finit à la poubelle. Et enfin, c'est pas du tout pratique, c'est lourd. J'en reparlerai du poids des sacs juste après, mais c'est très lourd. Et on passe la journée à nous dire faites attention à votre dos, vous allez on n'a qu'un seul dos et vous risquez de vous faire mal. Mais au final, on nous rajoute du poids toujours plus inutile. Alors, j'ai eu des idées que donc j'ai partagées avec d'autres membres de la cellule et avec d'autres adultes. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Et on en est venu à l'idée de mettre en place un trieur ou un classeur pour toutes les matières. L'idée, ce serait donc d'avoir un trieur pour les personnes qui se sentent à l'aise avec les feuilles volantes ou un classeur pour ceux qui ont du mal encore. Et en fait, ce serait le seul cahier, si je puis dire, le seul
Le seul matériel collectif qu'on aurait dans notre sac, avec un agenda et des trousses, bien évidemment. Et là, vous allez me dire, OK, ça règle le problème économique, ça coûte moins cher. Et dans un sens, ça règle le problème écologique, puisque ça fait moins de plastique, mais ça reste quand même du plastique. Et on en est venu à l'idée qu'on pourrait potentiellement remplacer les trieurs ou classeurs par des pochettes en carton. Une pochette en carton par matière. Ce serait à peine plus lourd, mais ça changerait pas énormément le poids. Et surtout, ce serait bien plus écologique, puisque le carton, c'est quand même un minimum, c'est plus recyclable que le plastique. Donc voilà, ce serait l'idée par rapport au matériel. Ça va peut-être être un peu compliqué au début, mais je pense que ça peut très bien fonctionner et beaucoup de gens le pensent aussi. En ce qui concerne le programme scolaire, je pense, et je parle en le nom de plusieurs autres membres, bien sûr, que les matières devraient être plus personnalisées. Il y a certaines écoles dans le monde qui procèdent déjà un peu dans ce genre-là. En fait, ce seraient des matières qu'on ne voit pas à l'école, comme l'astronomie, ce serait des sciences, mais différentes de ce qu'on voit déjà avec la chimie, etc. Ce serait du dessin, mais du dessin à l'état pur, pas de l'art plastique, du dessin. Ça pourrait être de la sculpture. Bref, on varierait avec des matières pas scolaires du tout, de la musique, mais pas de la musique avec de la vraie musique. Bref, ce seraient des matières vraiment extrascolaires, dans le scolaire cette fois-ci. Par exemple, je donne un exemple vraiment banal. Sur 7 heures de cours par jour, on aurait 5 heures de cours normales, donc des maths, du français, de l'anglais, bref, des matières qu'on a déjà dans le programme, et 2 heures supplémentaires pendant lesquelles donc, on aurait des spécialités qu'on aurait choisies soit toutes les 2 semaines, soit tous les trimestres, et donc qui nous permettraient de toucher à plusieurs métiers, surtout que des fois, on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire. Donc là, on pourrait toucher à plein de choses. Et ça permettrait de faire une pause dans le travail. Ça permettrait de faire une pause dans tout ce qui est scolaire, vraiment à l'état pur. Et voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc voilà. Donc je pense que ça pourrait être bien. Ça permet donc aux élèves qui ne sont pas du tout scolaires de tester des choses qui justement vont leur convenir. Ça permet aux élèves qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire plus tard de voir et de toucher à plusieurs choses. Et ça permet de faire un vrai répit dans l'année, dans la semaine, dans la journée. Aussi, il faudrait qu'on mette qu'on soit un peu plus dans le cas par cas. Je prends mon expérience. L'année de 4e a été une très bonne année pour moi puisque nous avons été dispatchés dans des groupes de niveau, mais pas de niveau scolaire, mais de niveau de compréhension. C'est-à-dire que ceux qui s'en sortaient pas très bien avec la compréhension dans plusieurs matières étaient placés dans des groupes de gens avec le même niveau, et ceux qui avaient besoin d'aller plus vite dans le programme et qui comprenaient bien les consignes allaient dans des groupes plus rapides, si je puis dire. Et donc, au final, on arrivait tous à la même chose, on arrivait tous à au même contrôle, on arrivait tous à la même conclusion dans les chapitres scolaires et tout, sauf qu'on n'avançait pas au même rythme. Et moi, j'étais dans le groupe de ceux qui avançaient vite. Et je sais que je l'ai très bien vécu. Et j'ai des amis qui étaient dans le groupe de ceux qui avançaient un peu plus lentement et qui s'en sont très bien sortis. Et ça, c'est plus individuel parce qu'il y a moins d'élèves par, du coup, classe. Et il y a aussi, du coup, un programme qui avance au rythme de l'élève et non pas l'élève qui avance au rythme du programme. Et ça, c'est mieux. Donc, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les transports, alors je n'apprendrai rien à personne, mais les transports, comme les voitures, sont polluants. Donc du coup, je pense que ce qu'il faut privilégier à notre échelle, nous les adolescents, c'est les transports verts, donc le vélo, le roller, le skate, peu importe, voilà, la marche, la trottinette, bref, ce que vous voulez. Ou alors les transports en commun, forcément, ou le covoiturage aussi, pourquoi pas. Moins vous utilisez de transport excessif, mieux c'est. Ensuite, en termes de sacs, alors comme je le dis, on va passer donc à quelques comment dire, on retirerait donc tout ce qui est cahier, etc. Donc ça forcément rendrait les sacs moins lourds. Et évidemment, on supprimerait les manuels scolaires. Les manuels restent à la maison.
c'est aux professeurs de projeter au vidéoprojecteur les cours, de projeter au vidéoprojecteur les exercices et non pas aux élèves d'emmener des livres qui pèsent des fois 5 kilos. C'est absolument lourd. Des élèves qui rentrent à pied, ça leur fait beaucoup trop lourd. J'en ai fait les frais, j'ai des amis qui en ont fait les frais. Quand on a 15 kilos sur le dos plus 5 kilos de sac de sport et qu'on rentre à pied, c'est beaucoup trop lourd. Après une journée d'école, c'est trop lourd. Donc, je parle en le nom de Philippe encore une fois. Il compte supprimer presque l'entièreté, il s'engage à supprimer l'entièreté des sacs parce que lui aussi, il trouve que c'est trop lourd et il est contre les devoirs. D'ailleurs, il va certainement arriver sur l'émission, nous avons parlé hier et je lui ai demandé de faire une intervention pour justement en parler. Donc, est-ce que Philippe peut intervenir? Bonsoir Philippe. Bonsoir Bonsoir Mélissa. Philippe. Bonsoir Léo. Je suis depuis le départ l'émission. Bravo Mélissande. Bravo Merci Isabelle. Et Léo, très touché par ton témoignage. Qui est droit au cœur et sache que, comme Mélissande l'a dit, le harcèlement est une priorité absolue pour le RDA. Rétablir beaucoup de choses sur ce fléau en prenant des mesures très concrètes et très efficaces. Non pas du blablabla, mais vraiment des choses très concrètes. Mélissande, je vais te laisser, tu te débrouilles très bien. Je veux simplement confirmer effectivement que je suis absolument contre les gros cartables. La plupart des élèves portent plusieurs kilos tous les jours. Et j'avais suggéré d'ailleurs à l'époque, étant donné que les enfants ont plusieurs matières dans la journée, donc prennent avec eux les livres conséquents et ils utilisent généralement 2-3 pages de ce même livre dans la journée. Donc, ce que je vais proposer, c'était littéralement de faire une photocopie de ces 2-3 pages et au lieu d'emmener les 5-6 fascicules, les 5-6 livres, d'emmener les 6x2, les 12 pages qui correspondaient littéralement aux matières du jour. Mais encore mieux, parce que faire des photocopies, c'est aller contre l'environnement, c'est-à-dire utiliser du papier. Donc, ce qui serait beaucoup mieux, les RDH pourraient le faire sans aucun problème, avec les moyens aujourd'hui, serait, comme a préconisé Mélissande, d'avoir dans les salles de classe des vidéoprojecteurs. possibilités d'avoir accès à des vidéos et donc gérer cela d'une façon beaucoup plus logique que d'avoir un enfant dès l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, avoir un cartable de 5-6 kilos. Et sachez que même sur le côté physique, physiologique pour l'enfant, c'est très grave, car même au niveau de sa colonne vertébrale, c'est loin d'être efficace et même dangereux pour l'enfant. Donc, étant donné qu'il y a des moyens de supprimer cela, faisons-le. La politique du RDH serait que l'enfant aille à l'école avec 500-600 grammes de documents sur lui, et on peut y arriver. Hormis ça, sur les travaux, les devoirs, si l'éducation était refaite à bonne escience, un enfant n'a pas besoin de passer 3-4 heures après les cours, d'être acculé de devoirs. Même sur le côté psychologique, c'est beaucoup trop lourd. Beaucoup d'enfants, et certains même extrêmes, arrivent aussi. La charge scolaire après l'école est beaucoup trop importante et pas du tout nécessaire. Donc, il faudrait revoir l'entièreté du système pédagogique, chose facile à faire si littéralement on éradique ce qui existe et on remet à jour le système on est au 21e siècle, on est en 2020, on n'est plus dans les années 70, 80, 90, même 2000. Donc, il y a moyen de refaire cela pour que l'enfant aussi puisse avoir des activités parascolaires beaucoup plus importantes, car l'éducation ne se limite pas à l'école, loin de là. L'éducation, c'est aussi le sport, c'est la musique, c'est les arts, c'est la culture. Et l'éducation en France est beaucoup trop lourde, à mon sens, prise beaucoup trop au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle on établit ce système scolaire d'une façon, on va à l'école, on est obligé d'aller à l'école. L'enfant devrait être heureux d'aller à l'école et non pas obligé d'aller à l'école. Et ça, il faut revoir aussi l'approche scolaire totale.
Donc, oui, une restructuration totale au niveau de l'éducation nationale, mais le RDH ne se limite pas qu'à l'éducation, et vous le savez, si vous reprenez notre cahier des charges, il faut savoir évoluer. Il faut savoir dire ça ne va pas quand ça ne va pas, et non pas rester sur les principes et sur les structures en place. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile parce qu'on continue ce qu'il y a. Non, il faut avoir le courage de dire ça ne va pas, il faut le courage d'éradiquer, il faut le courage de monter ces nouvelles structures pour permettre, et c'est une priorité, à l'enfant et à l'adolescent de grandir en toute sérénité et de pouvoir lui apprendre aussi que l'éducation, et ça j'insiste, ne se limite pas loin de là à ce qu'on veut bien leur apprendre au travers des livres et au travers des professeurs. Les professeurs sont indispensables, mais loin d'être la totalité de leur éducation. Voilà, donc Mélissande, je ne vais pas prendre plus de temps. Merci de m'avoir invité. J'ai été honoré de faire partie de ton émission. Merci Avec Isabelle. plaisir. Bravo. Je remercie aussi l'intervenante. Son prénom, Rosalie. c'était Rosalie. C'est adorable. Un bon look d'ailleurs. Et ben là voilà. Bonjour Rosalie. Bonjour. T'as un bon look et t'as une bonne voix aussi. Hein, c'est sympa. Quoi? T'as une question à me poser ou pas? Ou spécifique? Non, c'est juste éventuellement pour tout ce qui est devoir, parce que vous en parliez, parce que du coup, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi parce que Tu ne l'es certains pas. enfants ont des priorités qui ne sont pas que les devoirs et ne peuvent juste Exact. pas les faire. Et ça peut, du coup, les freiner, disons, parce qu'ils vont juste être frustrés déjà de ne pas les faire. Et en plus, que les profs s'énervent contre eux alors que peut-être ils ont quelque chose de très important à côté. Et du coup, ça peut juste frustrer l'enfant et c'est ça qui est difficile. Voilà. Tout à fait. Et puis, tu sais, Rosalie, quand tu as passé déjà 5-6 heures de cours à l'école, si ces cours sont bien faits, c'est suffisant maintenant que tu puisses revoir certaines notions, je veux bien, mais de là qu'on vous accule avec un emploi du temps, c'est impossible. J'ai des retours qui sont dramatiques. Certains enfants sont angoissés de retourner chez eux parce qu'ils ont 3-4 heures de devoirs à faire et justement les professeurs. Et tout ça va à l'encontre de l'éducation même. L'éducation n'est pas exactement, l'enfant doit apprendre quelque chose, ne doit pas être obligé d'apprendre. Donc la restructuration de l'éducation nationale est de créer une envie pour l'enfant à vouloir aller à l'école et non pas une frustration d'aller à l'école. Et même les professeurs en eux-mêmes doivent revoir l'entièreté. On n'est pas là en train d'avoir brûlé un feu rouge et un policier te mettre sur le côté. Ça reste beaucoup trop sévère. Il faut évoluer. Le système scolaire appartient, pour moi, à l'âge de pierre en France. Regardons nos pays, même nordiques, sont beaucoup plus évolués. Et puis aussi, il faut aussi apprendre aux professeurs, et je dirais même dans le système médical, à se prendre un peu moins au sérieux, trop de sévérité, trop de. Hein. On est tous les mêmes. Un sourire, c'est déjà la leçon numéro 1 que je donnerai, moi, à tout professeur et à tout docteur, en particulier quand tu vas dans les services des urgences ou même quand tu vas voir ces personnes qui sont supposées t'aider et te soigner, mais il y a aussi toujours une barrière, ils sont quelque part supérieurs, car non, tout ça aujourd'hui c'est fini, et c'est ce que le RDH essaie de définir avant tout. C'est une liberté d'expression, mais avant tout un respect d'autrui, aussi bien au niveau de l'éducation que dans tous les secteurs. Donc, pour les devoirs, je suis contre ouvertement de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale. Et pour les transports de sacs, je suis contre. On peut y remédier. Faisons-le. Voilà. Je vous rassure, beaucoup d'adolescents partagent votre avis. Oui. Alors, je pense que dans la restructuration de l'éducation nationale, il serait plus que nécessaire d'introduire la méthode Montessori et que ça soit reconnu par l'État.
Tout à fait. Tout à fait, je l'approuve à 100%, mais une fois de plus, c'est une méthode, Isabelle, comme vous me dites, approuvée par l'État. Aujourd'hui, l'État, c'est un système dans un système, sur un système dans un autre système. C'est la même chose. Donc, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nous avons aujourd'hui le RDH, en quelque sorte, c'est un sort de mouvement de résistance, parce qu'il n'y a aucune structure en place aujourd'hui qui correspond au cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme. Hein, donc, c'est pas un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement évolutionnaire. C'est tout à fait différent. Et dans cet esprit, donc, nous devons prendre en considération que les structures en place aujourd'hui ne fonctionnent pas et ne fonctionnent plus. Donc, au lieu de faire avec, effectivement, le RDH n'a qu'une seule solution, c'est d'éradiquer l'entièreté du système pour en remettre un autre. Et ça, y compris l'éducation, l'environnement et tout ce qui touche à notre vie de tous les jours. Clairement. Voilà, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Rosalie, tu es adorable, très mignonne aussi, bien évidemment Mélissande aussi. Merci beaucoup. Hugo, pardon? J'ai juste dit merci. Ah ben, non, Léo est parti, donc Léo, tu es adorable toi aussi. Moi, je vais vous laisser. Il n'y a rien en particulier, sinon, en ce qui me concerne, c'est bon? Isabelle, C'est bon, Mélissande? c'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon. Rosalie, On très vous bonne remercie du passage que vous avez fait dans l'émission. Merci beaucoup. Oui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne Bonne soirée. Au soirée, revoir. Philippe. Eh bien, nous allons remercier aussi Rosalie et Léo de leur participation au live. Oui, On leur souhaite une bonne soirée. merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Alors, Mélissandre, je crois que j'avais encore quelques questions à te poser. j'aimerais juste terminer sur la question. Elle était très longue, mais c'est une question qui englobe beaucoup de choses. Je pense aussi que ce qu'il y a à revoir, c'est le temps et les moyens d'apprentissage qui sont mis en place. On sait qu'il y a 15 minutes, l'enfant a besoin de 15 minutes pour se concentrer, et je pense que ça, c'est un truc qui pourrait être travaillé dans le programme scolaire. Et aussi, il faudrait qu'on essaye de faire en sorte de diversifier les méthodes d'apprentissage, parce que tout le monde n'apprend pas de la même manière. Il y en a qui sont visuelles, il y en a qui sont auditives. Et voilà, les techniques sont différentes pour chacun. Et je pense que ça aussi, ça devrait être mis en place dans le programme scolaire pour que tout le monde puisse apprendre dans la journée correctement. Voilà. Tout à fait. Alors, nous allons passer aux dernières questions sur le thème du scolaire. Oui. Trouves-tu que le système scolaire pousse les élèves à en sortir le plus rapidement possible sans prendre compte de leur rythme? J'en suis totalement persuadée. On voit que de plus en plus de jeunes peuvent sauter de classe. Maintenant, il suffit presque de demander pour sauter une classe et c'est accepté. Et à contrario, les élèves qui nécessitent d'un redoublement, on leur interdit parce que, bien sûr, ça ne fait pas assez de chiffres, entre guillemets, pour la suite, et ce n'est que des données, entre guillemets. Donc, forcément, on n'en prend pas en compte du rythme de l'élève. C'est ça. On ne prend pas en compte le rythme de l'élève, on prend en compte le rythme scolaire. Par contre, quand un élève, donc aujourd'hui, en fait, ce qui remplace presque le redoublement, c'est les bacs pro ou les formations, les apprentissages. Quand on voit qu'un élève n'est pas capable de faire une filière, faire un bac général, on lui propose un bac pro, alors que pour lui donner un travail le plus vite possible, parce qu'on sait qu'il n'arrivera pas à la fin de ses études. Alors qu'un élève peut avoir envie de faire un bac général et peut avoir une nécessité d'un redoublement. Je pense que tout le monde peut avoir un rythme différent. Et peut-être que des fois, certaines personnes ne comprennent pas du premier coup. Et je pense que le redoublement, à ce moment-là, est nécessaire. Mais on ne l'autorise plus. Et c'est trop dommage. Aussi, on demande trop tôt aux jeunes ce qu'ils veulent faire plus tard pour les orienter le mieux possible dans des petites cases. Moi, je suis arrivée... C'est ça. Moi, je suis arrivée déjà en 6e. On me demandait si j'avais une idée de ce que je voulais faire. En 6e, on est encore enfant. Et quand on arrive à 15 ans, on ne pense pas à son travail plus tard, on pense à sortir avec ses amis, aller sur les réseaux sociaux. C'est peut-être général, ou on pense aussi par exemple à la pollution ou à l'environnement dans le cadre des membres de la cellule, voilà. Mais on ne pense pas forcément à ce qu'on va faire plus tard, on n'en a pas la moindre idée. Et avec le système éducatif qu'on a à l'heure actuelle, on ne sait pas.
on n'a que des matières scolaires, donc on ne peut pas regarder autour, on n'a pas cette curiosité de tester. Et il y en a qui pensent que le stage, par exemple, est une alternative pour découvrir quelque chose qui nous plaît, un métier qui nous plaît. Sauf que des fois, les stages, ben, ce sont des stages au final de dernière minute, des stages pas forcément voulus, mais pour avoir un stage. Et donc, pour les personnes qui pensent que le stage est une alternative pour trouver un métier, je suis désolée, mais non. C'est trop court Absolument pas. et ça ne permet pas à un enfant de s'épanouir. On ne nous laisse pas faire tout ce qu'on veut, bien sûr, parce qu'il y a des conditions. Et en plus de ça, des fois, c'est un stage de rabat. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, oui, je trouve que le système nous pousse, nous les élèves, à en sortir le plus vite possible. Et on ne prend pas assez en compte le rythme des élèves qui, des fois, vont trop vite et on n'est pas capable de leur fournir plus. Et à l'inverse, il y en a qui vont trop lentement et on n'est pas capable de leur fournir moins. Il faut pouvoir s'adapter à chaque élève, faire du cas par cas. Ça peut paraître compliqué, mais c'est important. C'est important pour la réussite de chacun, et que chacun C'est ça. s'épanouisse aussi après, plus tard. Exactement. Alors, la deuxième question, faudrait-il revoir les qualifications pour l'obtention des diplômes? Alors, oui. Déjà, il faudrait qu'on voit si on fait un examen final ou si on fait un examen continu. Ce n'est pas du tout logique. Je trouve qu'en tout cas, selon mon avis, encore une fois, je parle en le nom de beaucoup d'adolescents, mais beaucoup trouvent que ce n'est pas logique. On travaille toute l'année pour avoir des notes. On a des examens blancs qui, donc, soit nous plombent notre moyenne totalement, soit nous l'augmentent de manière impressionnante. Ce n'est donc pas équitable. Et l'examen final, il suffit qu'on soit stressé un petit peu ou qu'on soit malade et on le rate complètement. Je pense que c'est bien de faire un examen continu. Dans mon cas, je donne mon avis. Mais parce que ça permet donc d'être évalué toute l'année et non pas à un seul moment de l'année. Et c'est plus juste selon moi. Et ça pousse aussi les élèves à travailler toute l'année et non pas juste pour le dernier examen. Et je trouve ça mieux. Et c'est le cas pour beaucoup aussi qui trouvent ça mieux. Je trouve ça plus juste, plus équitable. Et voilà. Et je trouve qu'un un examen final n'est pas la meilleure option, que ce soit pour le bac ou pour le brevet, hein, et pour des examens supérieurs. Je trouve qu'il faut revoir. Je trouve qu'il faut revoir les qualifications. Voilà. Ce qui est demandé. Et pareil, les matières qui sont demandées au brevet, par exemple, elles sont pas logiques. On n'a pas d'anglais, par exemple, alors que l'anglais, c'est quand même une des matières principales. On n'est pas évalué non plus sur des matières secondaires comme la musique ou le sport. On va me dire que si, pour les examens continus, mais pas pour les examens finaux. Donc, si on fait des examens finaux pour tout, on évalue toutes les matières. Ça fait peut-être beaucoup, mais c'est logique. Ça permet de faire des points supplémentaires pour des élèves qui ne sont pas scolaires. Et c'est plus juste, il n'y a pas des matières qui comptent moins que d'autres. C'est ça, tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, concernant le harcèlement scolaire, faut-il uniquement prendre en charge les victimes? Alors non. Les victimes, alors on va avoir tendance à dire que c'est les harcelés, c'est normal. Les harcelés sont des victimes, je tiens à le dire pour pas qu'il y ait d'amalgame. Néanmoins, j'en avais déjà parlé dans un article que j'avais fait sur le RDH, voilà, sur le harcèlement. Les harceleurs sont parfois victimes de certaines choses qu'on ne voit pas à l'extérieur et du coup, ils se rabattent sur plus faible qu'eux. Voilà, ils choisissent leurs victimes et ils se rabattent sur eux parce qu'ils souffrent. Alors, je ne dis pas que comment dire, ça explique le harcèlement. Bien sûr que non, rien n'explique le harcèlement, rien. Pas non plus, mais rien n'excuse, tout à fait. Mais ça peut être un signe de souffrance. Et je pense que du coup, il faut prendre en charge les victimes de harcèlement comme les harceleurs. Aussi, on dit souvent qu'un harcelé peut devenir potentiellement un harceleur. C'est vrai. Même à petite échelle, même si ça ne dure pas longtemps, ça peut devenir un harceleur, ça peut devenir un comportement harceleur. Et du coup, il faut prendre en charge tout le monde de manière complète, avec le plus possible de moyens, je dirais. Alors, dernière question. Le RDH prévoit-il d'ajouter des professionnels de santé dans les établissements pour gérer les élèves autant harcelés que harceleurs et les élèves en général? Alors oui, je pense, et encore une fois, pour ceux qui pensent que je ne dis que mon avis, c'est l'avis de beaucoup de gens, je parle en le nom d'adolescents, encore une fois.
nous pensons du coup que oui, ce serait une bonne chose qu'il y ait des professionnels, que ce soit des infirmiers pour les blessures quotidiennes, hein, j'entends, hein. Il faut des infirmiers scolaires et ce n'est pas forcément le cas pour tous les établissements. Et je trouve ça extrêmement dommage que ce soit la CPE qui s'occupe de la prise en charge médicale d'un élève. C'est pas son rôle à la CPE. Je pense aussi qu'il faudrait des psychologues pour justement faire en sorte que les harcelés n'harcèlent pas et puissent parler ouvertement de, 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 de ce qui se passe en fait. Et les harceleurs, comme les harceleurs, en fait, oui, c'est ça, les harceleurs devraient parler de leur souffrance et de ce qui expliquerait selon eux le harcèlement, ce qui se cache derrière le harcèlement. Et les harcelés pourraient parler ouvertement de ce qui se passe. Et pour les élèves en règle générale, pour n'importe quel sujet qui les concerne, que ce soit par exemple à la maison, s'il y a des problèmes à la maison, il y a des placements, des choses comme ça permettrait aux enfants de se libérer en règle générale, qu'ils soient harcelés, harceleurs ou même élèves. Tout le monde a le droit à la parole à l'école. Et tout le monde ne sait pas à qui s'adresser. Et le fait qu'il y ait des psychologues permettrait à certains de se sentir plus à l'aise. Et ce serait anonyme, bien sûr, mais ça permettrait à beaucoup, je pense, d'être détendu. Oui, et ça permettrait aussi de déceler certains problèmes qu'on ne voit jamais. C'est ça, Et des problèmes qui se cachent. qui, passant inaperçus, peuvent aussi perturber la scolarité de l'élève. Et c'est là où on se retrouve des fois dans des échecs scolaires aussi. Mm. On pourrait faire en sorte aussi qu'il y ait des professionnels qui permettent également de déstresser les élèves, parce qu'il y a trop d'élèves qui stressent, que ce soit à cause de l'école ou même de l'extrascolaire. Mais l'école rentre beaucoup en jeu dans le stress. Il y a des élèves qui, comme l'a dit Rosalie tout à l'heure, ont peur de faire leurs devoirs, n'ont pas le temps et donc ont peur de se faire disputer. Comme l'a dit Philippe, il y a des élèves qui ont peur de rentrer à la maison pour faire leurs devoirs. Il y a des élèves qui ont peur de rater leur année parce qu'on leur met une pression monumentale. J'ai déjà vu des élèves qui pleuraient, mais des vraies larmes pendant une grosse crise de larmes pendant bien 20 minutes parce qu'ils avaient eu 15 et qu'ils savaient qu'ils allaient se faire disputer en rentrant. Ce n'est pas normal. Il faut des professionnels qui permettent de se calmer, de respirer un bon coup et de dire, écoute, c'est pas grave si tu as 15, tu vas t'en sortir dans la vie avec un 15, ne t'inquiète pas. Il faudrait qu'il y ait des gens en fait qui sur place puissent calmer des élèves en faisant des ateliers de sophrologie par exemple. La sophrologie, ça en aide certains. Et je pense que ça peut être utile à beaucoup. Donc voilà. Et en même temps, si on arrêtait de mettre des notes pour se faire mettre dans des cases, je pense que voilà, si le système était différent et qu'on ne rentrait pas systématiquement dans une case dès la maternelle, je pense que les enfants vivraient certainement l'école autrement aussi. C'est sûr. Le classement aussi, ça joue beaucoup parce que celui qui est dernier, il va vouloir se comparer à celui qui est premier. Celui qui est premier va se moquer du dernier. Et même si beaucoup de professeurs vont vous dire mais non, il n'y a pas cette compétition-là ou vont vous demander de ne pas avoir cette compétition-là, les professeurs ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Et souvent, justement, c'est les premiers de classe qui harcèlent les derniers de classe parce que justement, ils sont derniers. Et on a beau penser que c'est les intellos, comme on les appelle, qui sont harcelés, c'est bien le contraire souvent. C'est les premiers de classe qui vont s'amuser à mettre la pression aux derniers de classe. Ah oui, malheureusement, oui, c'est un peu ça. Eh bien, je pense que là, l'émission touche à sa fin. On n'a plus de questions. Là, j'ai arrêté le rythme des questions parce qu'il y en avait plein d'autres. Donc, on pourra éventuellement recommencer une émission dans les semaines à venir concernant la cellule ado et la scolarité parce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Mais là, ça fait quand même à peu près 1h15 qu'on est sur le sujet. C'est la même pour moi. J'ai reçu énormément de questions. Merci tous les intervenants qui étaient passés dans l'émission. Je te remercie, Mélissandre. Et je vais laisser la parole à Clémence, qui est de retour. Merci, Isabelle. Un grand merci à vous tous, à Mélissandre, à Rosalie, Léo et Philippe Argillier. C'était une très belle émission, très riche. Et c'est vrai que vous avez abordé de nombreux sujets. C'était clair, c'était précis. Et c'est vrai, à la réponse quel monde voulons-nous, on a besoin de tout le monde et la jeunesse montre qu'elle se mobilise et qu'elle est investie. Donc voilà, bravo à vous. Il est important aussi de rappeler que tout le travail des différentes cellules, des différentes thématiques, vous travaillez tous ensemble.
vous vous rassemblez tous autour d'un projet commun qui est de retrouver notre souveraineté et de vouloir vivre dans un monde meilleur. Alors, tous les projets qui sont validés par le Rassemblement des droits de l'homme s'engagent, tous les projets qui sont validés ont la possibilité d'être mis en œuvre à 100%, puisque le Rassemblement, c'est une structure de citoyens avec un allié très puissant, qui est Philippe Argillier, et un réseau très puissant. Voilà. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site, sur les réseaux sociaux, et pour tous ceux qui auraient des questions, qui souhaiteraient s'engager également dans le RDH, mais pour toute question, vous pouvez joindre les équipes en fait qui sont toujours à l'écoute et qui vous accueilleront avec plaisir. Le site internet, je le rappelle, c'est le www.lerdh. Je vous remercie tous. Sur Facebook, s'il y a un problème avec les notifications, vous avez un lien. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci Clémence. Bonsoir. Eh bien.